Si vous demandez à un enfant ou à un adulte de vous dessiner un nuage, il y a de fortes chances que vous vous retrouviez avec un mouton, sans queue, ni tête, ni pattes, aussi appelé communément cumulus. Quand on pense aux nuages, ce sont presque toujours ces boules de coton des jours de soleil qui nous viennent en tête. Pourtant, le ciel regorge de formes d'une grande diversité. Déjà, pour observer des formes bizarres ou étranges dans le ciel, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir des conditions météorologiques particulières. Il suffit parfois d'attendre quelques heures, de laisser les nuages se transformer au gré des courants aériens en faisant confiance à la pareidolie, c'est-à-dire notre capacité à voir des formes familières dans des images désordonnées. Ainsi, armé de patience et sans prise d'aucune substance, on peut voir se former un éléphant assis sur un nuage, un dromadaire éphémère se jouant des couches d'air, une sorte de petit chien ou de poisson sur soleil couchant, là un lapin, ici les doigts d'une main. Des oiseaux figés en plein vol, phénix qui refusent de descendre, jusqu'à en perdre quelques plumes. Et beaucoup d'autres choses encore. Comme nous le montre cette collection de clichés pris par les membres de la Cloud Appreciation Society. Toujours à l'affût, ces passionnés chasseurs de nuages révèlent de notre atmosphère des centaines de visages. Des titans de coton, à barbe ou à moustache, crachant de la fumée ou hurlant de la lumière, échangeant des baisers nuageux ou fougueux, fronçant les sourcils ou confortablement allongés sur une mer de coton. Pourtant, aussi beaux soient-ils, ces nuages n'ont rien de particulier, ils ne sont pas rares. Ce sont de simples ponctuations éphémères de l'atmosphère. Sans plus attendre, partons donc mettre nos têtes parmi une petite sélection des nuages les plus rares, dangereux, fascinants ou difficiles à observer. À commencer par l'Asperitas, une formation atmosphérique magnifique qui n'est reconnue que depuis 2017. Cela faisait près de 60 ans que l'Atlas international des nuages n'avait pas accueilli en son sein un nouveau membre. Vue depuis le sol, cette nouvelle variété de nuages donne l'impression d'être une mer inversée, renversée. Et la beauté de ces ondulations tourmentées, telles des vagues de surface dans une couette océan, a valu à ce phénomène rarissime le petit nom de rivière du ciel. Par certains points, l'Asperitas ressemble à des mamas, ou mamatus, des sortes de boules de barbe à papa qui donnent l'impression de s'être emballées et dont les couleurs peuvent aller du bleu-gris à des tons or ou rougeâtres au moment du couchant. Pour avoir la chance d'observer ces poches circulaires abondamment rebondies, mieux vaut sortir de chez soi quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle, et que l'orage s'annonce, car dans la plupart des cas, les mamatus se manifestent à la base de nuages convectifs. Et si vous êtes vraiment fan du côté vague à l'âme des nuages, le mieux est encore de se tourner vers les fluctus. Ces étranges formations, très difficiles à observer, se manifestent en général à la frontière entre des courants cisaillants, avec des vents forts au-dessus d'un obstacle et presque nuls en dessous. Elles sont rendues possibles par ce que l'on appelle les ondes de Kelvin-Helmholtz. Comme il y a peu de chances de tomber dessus par hasard, partons maintenant découvrir un autre type de nuage, cette fois plus facile à observer. L'altocumulus lenticularis, ou nuage lenticulaire. Un phénomène atmosphérique qui, de par sa forme, est à l'origine de bon nombre d'histoires d'ovnis. Souvent solitaires, ces structures se forment généralement en montagne, où elles viennent se percher, voire s'empiler, telle une pile d'assiettes sur les sommets. Et voilà une montagne affublée d'un beau chapeau en permanence en train de se former du côté du vent et de se désagréger de l'autre. Car bien qu'ils semblent à première vue immobiles, les nuages lenticulaires sont en réalité constamment en train de se renouveler. D'un côté, l'air ascendant, chargé en vapeur d'eau, se refroidit en altitude et finit par se condenser et former le nuage. De l'autre, en redescendant, l'air s'évapore et le nuage disparaît progressivement. Si les nuages lenticulaires dépassent à peine au-dessus des montagnes, il en est d'autres qui apprécient les très hautes altitudes, comme les nuages nacrés, qui se forment dans la stratosphère à une altitude située entre 15 000 et 25 000 mètres. Extrêmement rares, ceux-ci se forment surtout l'hiver à proximité des pôles dans des conditions de température frigorifiantes, du genre de moins 78 degrés. Les nuages nacrés sont aussi beaux par leur couleur que tristes par l'histoire qu'ils racontent, car une partie des molécules qui les composent servent de catalyseurs aux réactions détruisant la couche d'ozone. Ils sont donc à la fois témoins et acteurs d'un drame souvent sans spectateurs. Continuons à prendre de l'altitude pour découvrir les plus hauts nuages que l'on connaisse dans l'atmosphère terrestre, les nuages noctulescents, aussi connus sous le nom de nuages nocturnes lumineux. On retrouve ces formations à une altitude d'environ 75 à 110 km au-dessus du niveau de la mer. Essentiellement composés de poussière de météorites et de glace, les nuages noctulescents se déplacent à une vitesse ahurissante de 600 km/h. Et ils sont si étendus qu'ils ne sont visibles depuis le sol qu'après le coucher du soleil, à un moment qu'on appelle le crépuscule profond, lorsque la lumière du soleil n'éclaire plus le sol et les basses couches de l'atmosphère qui sont déjà dans l'ombre de la Terre, mais seulement les parties hautes, illuminées par en dessous. Ce type de nuages et leurs longs filaments brillants restent encore à ce jour une énigme pour les scientifiques, dans la mesure où on ignore comment ils peuvent se former à une altitude aussi élevée, et où on se demande si ce phénomène existait avant 1885, date de leur première observation.
Et sans savoir précisément pourquoi, on a constaté qu'après le lancement d'une fusée, leur fréquence d'apparition augmente à proximité du pas de tir. Beaucoup plus proche du sol, partons maintenant découvrir un phénomène optique très difficile à observer, celui des nuages iridescents ou irisés. Ces aspects colorés chatoyants, ces effets de couleurs étonnants se manifestent lorsqu'un nuage peu épais, constitué de fines gouttelettes d'eau ou de cristaux de glace, provoque par diffraction de la lumière une sorte d'arc-en-ciel cotonneux accroché aux nuées. Bon, jusqu'à présent, la quasi-totalité des nuages dont on vient de parler sont relativement compliqués à observer, mais d'autres ne demandent pour être appréciés que de s'armer de courage. Ce sont les cumulonimbus d'orage. En quelque sorte, les rois des nuages. Ils sont le visage que prend notre atmosphère quand il est genre grave en colère. Véritables hantises des pilotes d'avion et autres parapentistes, ce sont les nuages avec la plus grande extension verticale. Ces monstres, en se développant depuis leur base, aux alentours de 700 mètres, peuvent grandir jusqu'à dépasser 12 000 mètres d'altitude dans nos contrées et monter jusqu'à 18 000 mètres sous les tropiques, créant ainsi des formations nuageuses 2 fois plus hautes que l'Everest. Leur partie supérieure, qui s'évase pour former une structure en forme d'enclume de forgeron, est si imposante qu'elle est facilement visible depuis l'espace. L'énergie contenue dans un cumulonimbus d'orage peut être titanesque. On a pu mesurer, dans les plus impressionnants d'entre eux, une énergie équivalente à celle de 10 fois la bombe d'Hiroshima. En général, quand ce genre de truc est dans les parages, tout le monde se trouve un abri ou s'enfuit. Mais en 1959, William Rankin, pilote de l'US Marine, n'a pas eu cette chance. Alors qu'il tentait de passer au-dessus d'un de ces monstres, suite à une panne mécanique, il a dû s'éjecter de son avion à une altitude de 14 300 mètres pour plonger seul dans le roi des nuages. Et son récit terrifiant tient en quelques mots. J'avais l'impression d'être une pièce de bœuf ballottée dans les profondeurs d'un gouffre glacial. Un seul chiffre permet de se faire une toute petite idée de ce qu'il a dû vivre. William s'était éjecté de sa carlingue à 18h, et dans des conditions normales, sa chute aurait dû durer une dizaine de minutes. Mais lorsque le pilote meurtri et commotionné par les grêlons finit enfin par toucher le sol, il était 18h40. La faute au courant ascendant de plus de 100 km/h que l'on peut retrouver dans certaines cellules orageuses. Après, si vous êtes un fan inconditionnel de ce genre de phénomène, je ne saurais que vous conseiller d'aller vivre près des îles Tiwi, au nord de l'Australie. Car à cet endroit se forme pratiquement tous les jours, de septembre à mars, Hector, le cumulonimbus d'orage sûrement le plus étudié sur Terre, du fait de sa régularité. Et puis les orages peuvent aussi donner lieu à des formations étonnantes comme les Arcus, sorte de nuages bas ayant la forme d'un rouleau que je qualifierais de compresseur. Ces arcs sombres et menaçants, allant du gris au noir intense, sont en quelque sorte la ligne de front des cumulonimbus, mais pas toujours. Et dans certaines conditions particulières, l'on peut voir se former des nuages en rouleau, indépendamment des orages. Certaines de ces bandes nuageuses spectaculaires pouvant être extrêmement longues et rapides, comme le montre une vidéo de ce phénomène capturé au-dessus du lac Michigan. La plus connue et la plus imposante de ces ondes atmosphériques étant la gloire du matin, une vague monocrète géante que l'on retrouve en Australie, dans la région du golfe de Carpentarie. Ce phénomène unique, pouvant s'étirer sur 1 millier de kilomètres, attire des planeurs et des pilotes de l'extrême qui viennent du monde entier pour surfer ces étranges vagues du monde d'en haut. Sur ce, j'espère qu'à la prochaine journée sans ciel bleu, vous vous réjouirez en vous disant que, loin d'être un obstacle à la parfaite journée d'été, avoir la tête dans les nuages, c'est une belle qualité.